Lorsque la Première Guerre mondiale prit fin, la marine allemande fut réduite à l'ombre de ce qu'elle avait été. Le traité de Versailles limitait l'Allemagne à des navires d'un déplacement maximal de 10 000 tonnes, ce qui empêchait la construction de véritables cuirassés et obligea la Reichsmarine à développer des unités hybrides, les cuirassés de poche, comme le Deutschland, qui sacrifièrent la protection afin de respecter formellement les restrictions. L'arrivée de Hitler au pouvoir et l'abandon progressif du système de Versailles modifièrent la situation. En 1935, l'accord naval anglo-allemand permit à la nouvelle Kriegsmarine d'atteindre jusqu'à 35% du tonnage de cuirassés de la Royal Navy, ce qui, en pratique, légalisait la construction de grandes unités de ligne. Dans ce cadre, furent repris des études entamées au début des années 30 concernant un cuirassé de 35 000 tonnes théoriques qui évoluerait rapidement vers un projet en réalité plus lourd, adapté aux besoins stratégiques allemands et à la volonté politique du régime d'afficher sa puissance navale. Le Bureau des constructions navales de la Reichsmarine affina, à partir de 1933, les ébauches d'un navire combinant grande vitesse, bon rayon d'action et un blindage capable de résister aux feux de gros calibre. Les premiers schémas prévoyaient d'armer le bâtiment de 8 pièces de 330 mm, mais le développement de nouveaux canons de 380 mm et l'évolution des conceptions étrangères conduisirent à opter pour ce calibre supérieur. Le résultat fut un cuirassé rapide armé de 8 canons de 380 mm en 4 tourelles doubles, avec une vitesse prévue d'environ 30 nœuds et une ceinture blindée dense au niveau de la ligne de flottaison, conçue pour soutenir des duels d'artillerie avec les meilleurs navires britanniques et français. Le contrat de construction fut attribué au chantier naval Blohm et Voss à Hambourg, l'un des plus importants d'Allemagne. Le navire fut commandé sous le nom de remplacement Ersatz Hannover, car il devait remplacer l'ancien cuirassé Pre-Dreadnought Hannover. La quille fut posée le 1er juillet 1936 sur la Helling 9 du chantier. Au cours des 31 mois suivants, l'ossature de la coque fut érigée, des plaques furent rivetées et soudées, des cloisons installées et la compartimentation interne définie, comprenant une vaste subdivision étanche destinée à améliorer la survivabilité face aux impacts et aux voies d'eau. Le navire fut baptisé Bismarck, en l'honneur du chancelier Otto von Bismarck, architecte de l'unification allemande en 1871. La cérémonie de lancement eut lieu le 14 février 1939 devant des dizaines de milliers de personnes, avec Adolf Hitler comme invité d'honneur. La marraine fut Dorothee von Löwenfeld, petite-fille d'Otto von Bismarck, qui brisa la bouteille cérémonielle sur l'étrave avant que la coque, encore dépourvue de superstructures et d'armement, ne glisse le long de la cale vers les eaux du port de Hambourg. Pour la propagande du régime, cette scène symbolisait la restauration de la grandeur navale allemande. Après le lancement, la coque du Bismarck fut transférée à un quai d'armement de Blohm et Voss, où commença la longue phase d'achèvement. À ce stade, la structure de la superstructure centrale fut complétée, les cheminées montées, les mâts installés et les ponts internes fermés. L'expérience acquise avec d'autres navires montra que l'étrave droite d'origine embarquait trop d'eau par mer forte. Elle fut donc remplacée par une étrave atlantique plus longue et plus élevée, conçue pour améliorer le comportement dans la houle de l'Atlantique Nord. Parallèlement, les installations propulsives furent montées. 12 chaudières Wagner à haute pression alimentaient 3 turbines à engrenage Blohm et Voss, actionnant 3 hélices tripales. La puissance installée permettait d'atteindre environ 30 nœuds, une vitesse notable pour un cuirassé de cette taille. Le déplacement s'établissait autour de 41 700 tonnes standard et dépassait les 50 000 à pleine charge, avec une longueur totale d'environ 251 mètres et une largeur de 36 mètres. Le projet permettait un rayon d'action de plus de 8000 milles nautiques à vitesse de croisière, suffisant pour opérer dans l'Atlantique sans ravitaillement immédiat. Le système de protection reposait sur une ceinture blindée principale, atteignant environ 320 mm d'épaisseur au niveau de la ligne de flottaison, complétée par des cloisons longitudinales, des ponts blindés en gradin et un renforcement spécial autour des soutes à munitions et des salles des machines. Les tourelles d'artillerie principales et les postes de direction de tir disposaient également de blindages très épais. Cette configuration répondait au concept allemand de cuirassé de rupture de blocus.
Un navire capable d'encaisser des impacts sévères lors d'un combat d'artillerie, de maintenir sa flottabilité et de poursuivre sa mission d'attaque du trafic marchand ennemi. En ce qui concerne l'armement, l'élément central du projet était constitué par les 8 canons de 380 mm en 4 tourelles doubles, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, en disposition superposée. Comme batterie secondaire, 12 canons de 150 mm en montage double furent installés, destinés à agir contre les croiseurs et les destroyers. La défense antiaérienne reposait sur des canons de 105 mm en montage double, des pièces de 37 mm également en montage double et des canons automatiques de 20 mm en montage simple. Le navire disposait également de catapultes pour hydravions de reconnaissance Arado AR-196, pouvant soutenir l'exploration et le réglage du tir à longue distance. L'équipage prévu s'élevait à environ 2000 hommes, entre officiers, sous-officiers et marins, extensibles en fonction du personnel d'état-major ou des unités aériennes embarquées. Les espaces internes furent répartis afin d'héberger l'équipage dans des conditions relativement modernes pour l'époque. Couchettes métalliques, ventilation forcée, cuisine spacieuse et postes sanitaires bien équipés, tout en sacrifiant du volume habitable au profit des réservoirs de carburant, des soutes à munitions et des compartiments machines. Le Bismarck représentait, en ce sens, l'effort de la Kriegsmarine pour combiner efficacité militaire et habitabilité acceptable lors de missions de longue durée. Le 24 août 1940, le cuirassé fut officiellement mis en service dans la Kriegsmarine avec le capitaine Zursee Ernst Lindemann comme commandant. Quelques semaines plus tard, il quitta Hambourg en direction de la mer Baltique pour effectuer ses premiers essais en mer, centrés sur la vérification des performances de la propulsion, de la stabilité de la coque, de la réponse du gouvernail et du fonctionnement des systèmes de direction de tir et d'artillerie. Durant l'automne 1940 et les premiers mois de 1941, les sorties d'essais, tirs de test et ajustements d'équipement se succédèrent, tandis que l'on corrigeait les vibrations, calibrait les télémètres et révisait les systèmes électriques et de communication. En mars et avril 1941, le Bismarck réalisa une nouvelle série d'essais en Baltique, cette fois davantage orientée vers l'intégration tactique. Exercices d'artillerie à longue portée, manœuvres avec escorte et simulation de combat. Une fois cette phase achevée, le cuirassé retourna au port pour recevoir les derniers ajustements et compléter son équipage définitif. Vers l'Atlantique, opération Rheinübung est sortie en mer. Lorsque le Bismarck fut prêt, la situation dans l'Atlantique Nord était critique pour le Royaume-Uni. La bataille des convois s'était intensifiée depuis 1940, et les U-boots, accompagnés d'opérations de surface comme celles menées par les croiseurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau lors de l'opération Berlin, démontraient que frapper les routes d'approvisionnement pouvait mettre Londres en difficulté. Le haut commandement allemand cherchait à répéter et à amplifier ce succès avec un cuirassé moderne capable de couler non seulement les marchands, mais aussi les escorteurs lourds. L'opération Rheinübung fut conçue comme une incursion de rupture vers l'Atlantique. Le Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen devaient s'infiltrer par le nord, traverser le détroit du Danemark et frapper les convois en haute mer. L'amiral Günther Lutyens, qui avait déjà commandé la réussite de l'opération Berlin, fut désigné pour diriger le groupe de bataille. Le capitaine Ernst Lindemann conservait le commandement direct du cuirassé, responsable du fonctionnement interne et de la conduite tactique du navire. Lutyens n'était pas entièrement satisfait du moment choisi. Il considérait que l'opération serait plus sûre si le Bismarck pouvait agir aux côtés d'un autre cuirassé moderne, comme le Tirpitz, ou au moins avec les croiseurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau, qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là en raison de pannes et de dommages de combat. Cependant, le commandement naval ordonna de ne pas retarder davantage le départ. La pression sur les routes d'approvisionnement britanniques devait être maintenue et le Bismarck était le seul grand navire prêt à agir immédiatement. À Gotenhafen, sur la côte baltique occupée, les préparatifs finaux furent achevés. Carburant, munitions de tout calibre, vivres et matériel de rechange pour une opération de plusieurs semaines loin des ports amis. Les systèmes de radar, de communication et de direction de tir furent vérifiés. La composition initiale du groupe comprenait, en plus du Bismarck et du Prinz Eugen,
des destroyers d'escorte chargés d'accompagner les grands navires à travers la Baltique et de les protéger contre les mines et les sous-marins. Le Prinz Eugen appareilla en premier vers 21h le 18 mai 1941. Quelques heures plus tard, dans la nuit du 19 mai, le Bismarck quitta Gotenhafen et les deux navires se rejoignirent en haute mer près du cap Arkona sur l'île de Rügen. De là, ils mirent le cap vers l'ouest à travers la mer Baltique, protégés par l'obscurité et par un dispositif de contre-mesure incluant silence radio et navigation sans lumière. Le plan allemand prévoyait de traverser les eaux danoises pour atteindre la mer du Nord. Bien que la zone fût proche des eaux neutres suédoises et norvégiennes, on comptait sur la rapidité du transit et le mauvais temps pour réduire le risque de détection. Le 20 mai, cependant, au nord de Göteborg, la formation fut repérée par le croiseur porte-hydravion suédois Gotland, qui navigua parallèlement pendant environ 2 heures en observant les navires allemands. Le Gotland transmit un rapport de routine à ses supérieurs, indiquant que 2 grands navires, plusieurs destroyers et avions d'escorte se dirigeaient vers le sud-ouest. Dans un contexte de neutralité suédoise mais de surveillance alliée intense, cette information ne tarda pas à parvenir à l'attaché naval britannique à Stockholm, qui l'a transmis à l'amirauté à Londres. Pour Lutyens et Lindemann, la présence du croiseur suédois suffisait à penser que le secret de l'opération avait été compromis. Malgré le soupçon d'avoir été découvert, l'ordre de continuer fut maintenu. Le groupe traversa le Skagerrak et pénétra dans la mer du Nord, mettant le cap sur la côte norvégienne. Comme mesure de sécurité supplémentaire, il fut ordonné au Prinz Eugen de prendre l'avant de la formation, de sorte que, si des forces britanniques apparaissaient, le croiseur lourd puisse recevoir les premiers impacts et permettre au Bismarck d'ajuster sa réponse. Cette disposition tactique était également liée à l'utilisation du radar. Le croiseur devait explorer les contacts possibles devant lui. Le 21 mai, les navires allemands entrèrent dans le Grimstadfjord, près de Bergen, où ils restèrent ancrés pendant quelques heures. Là, le Prinz Eugen fit le plein de carburant, tandis que le Bismarck, dont les réservoirs étaient déjà pleins depuis le départ, n'en avait pas besoin. Pendant leur séjour dans le fjord, certaines parties des coques furent repeintes pour éliminer le camouflage à bandes utilisé en Baltique et mieux s'adapter à l'environnement de l'Atlantique. Des chasseurs de la Luftwaffe patrouillaient au-dessus des navires, fournissant une certaine couverture aérienne contre d'éventuelles incursions britanniques. Cette couverture n'empêcha pas que le Bismarck fût photographié en haute altitude par un avion de reconnaissance britannique. Un Spitfire envoyé depuis l'Écosse réussit à localiser le fjord et obtint des images du cuirassé au mouillage, confirmant à l'amirauté qu'un grand navire allemand et un croiseur lourd se trouvaient dans la zone de Bergen. Des rapports parallèles provenant de sources suédoises renforçaient la conclusion selon laquelle le Bismarck se préparait pour une tentative de sortie vers l'Atlantique. Le premier affrontement, rencontre avec le HMS Hood et le Prince of Wales. Dans la nuit du 21 au 22 mai 1941, le Bismarck et le Prinz Eugen quittèrent la côte norvégienne et pénétrèrent dans la mer de Norvège en direction du détroit du Danemark. Lutyens cherchait à passer entre le Groenland et l'Islande, entrer dans l'Atlantique Nord et, de là, attaquer les convois se dirigeant vers la Grande-Bretagne. La route choisie traversait des eaux froides, souvent brumeuses et houleuses, conditions qui pouvaient compliquer la détection visuelle mais rendaient également la navigation et l'utilisation du radar plus difficiles. L'amirauté britannique, qui suspectait déjà une sortie vers l'Atlantique après l'observation en Norvège, avait ordonné le déploiement d'unités de surface et de patrouilles aériennes pour couvrir les accès au détroit du Danemark et à d'autres routes possibles. 2 croiseurs lourds, le HMS Suffolk et le HMS Norfolk, furent déployés dans cette zone afin de surveiller le détroit, utilisant leur radar et profitant du mauvais temps pour ne pas être détectés. Dans l'après-midi du 23 mai, vers 19h22, le Suffolk détecta au radar les navires allemands au milieu du brouillard et de la mer agitée. Le contact fut rapidement confirmé et les 2 croiseurs commencèrent à suivre à distance le Bismarck et le Prinz Eugen, restant hors de portée efficace de l'artillerie allemande tout en transmettant en continu des rapports sur le cap, la vitesse et la position au commandement britannique. Lors d'une tentative allemande pour éloigner les croiseurs, le Bismarck effectua une manœuvre et pointa ses tourelles vers le Norfolk, obligeant ce dernier à se retirer temporairement avant de reprendre le suivi à plus grande distance.
Ces rapports permirent au vice-amiral Lancelot Holland, à bord du croiseur de bataille HMS Hood, de se rapprocher de la route probable des navires allemands. Holland disposait du Hood et du nouveau cuirassé HMS Prince of Wales, encore affecté par des problèmes de jeunesse dans ses tourelles d'artillerie. Son objectif était d'intercepter la formation allemande avant qu'elle n'atteigne la haute mer, en profitant de la puissance de feu combinée de ces deux grandes unités. Dans la nuit du 24 mai, les Britanniques s'approchèrent depuis le sud à grande vitesse. Le temps restait mauvais, avec une visibilité limitée, une mer agitée et des bancs de brouillard. Le déploiement britannique fut organisé de manière à ce que le Hood ouvre la ligne, suivi du Prince of Wales, tandis que les croiseurs Suffolk et Norfolk restaient à distance, rapportant la position allemande sans entrer dans le combat principal. Vers 5h30, les navires allemands détectèrent les Britanniques. À ce moment, le prince Eugen naviguait devant le Bismarck, une disposition adoptée par Lutyens pour exploiter le radar du croiseur dans la reconnaissance. Holland manœuvra pour réduire rapidement la distance, mais le fit sous un angle présentant sa proue aux Allemands, ce qui limitait le nombre de canons pouvant être employés initialement et offrait une cible relativement étroite. À 5h52, le Hood ouvrit le feu à environ 26 000 mètres. Il prit d'abord le prince Eugen pour le Bismarck et concentra sur lui ses premières salves. Le Prince of Wales, doté de systèmes de contrôle de tir plus modernes, corrigea rapidement l'identification et dirigea son artillerie principale vers le cuirassé allemand. Quelques minutes plus tard, Holland ordonna de changer la cible du Hood pour viser le navire le plus important, de sorte que les deux unités britanniques finirent par concentrer leur feu sur le Bismarck. Les Allemands retardèrent légèrement leur réponse. Lutyens, prudent, n'ordonna pas immédiatement l'ouverture du feu, ce qui incita le capitaine Lindemann à intervenir directement pour ne pas laisser le navire sous le feu ennemi sans riposter. Peu avant 5h55, le Bismarck et le Prinz Eugen commencèrent à tirer, concentrant leur artillerie lourde sur le Hood et une partie du feu secondaire de moindre calibre sur le Prince of Wales. Lors de l'échange initial, le Prince of Wales infligea des coups importants au Bismarck. Au moins 3 projectiles lourds atteignirent le cuirassé allemand. L'un endommagea la zone des hydravions et des catapultes, un autre traversa la proue sans exploser et un troisième détonna sous la ligne de flottaison, provoquant des inondations dans les compartiments avant et affectant les réservoirs de carburant. Ces dommages obligèrent à réduire légèrement la vitesse et causèrent une perte de carburant utilisable, un point qui s'avérerait décisif dans les heures suivantes. Pour sa part, le Hood reçut des impacts dans la superstructure, provoquant des incendies sur les ponts sans conséquences immédiates sur la flottabilité. Cependant, la combinaison de son blindage horizontal insuffisant et de l'angle de chute des projectiles allemands, encore à longue distance, représentait un risque sérieux de pénétration dans les soutes à munitions. Holland, conscient de la vulnérabilité de son navire face à des tirs à haute trajectoire, tenta de réduire encore la distance pour diminuer l'angle de chute des projectiles ennemis. Vers 6 heures, lors d'une manœuvre de virage afin d'utiliser également les tourelles arrière, le Hood fut frappé par une salve du Bismarck tombant près du mât principal et des tourelles arrière. Une des obus pénétra probablement dans la zone des soutes arrière. Quelques instants plus tard, une explosion massive secoua l'intérieur du navire, rompant la structure du centre vers la poupe. Des témoins à bord du Prince of Wales observèrent une grande colonne de feu et de fumée s'élevant de la section centrale et arrière du Hood, suivie par la désintégration d'une grande partie de la superstructure. Le croiseur de bataille se rompit en deux et coula en quelques minutes. La majorité des plus de 1400 membres d'équipage disparurent avec le navire. Seuls 3 marins furent par la suite secourus vivants par un destroyer britannique, faisant de la perte du Hood l'une des plus grandes catastrophes navales subies par la Royal Navy pendant la guerre. Avec le Hood coulé, le Prince of Wales se retrouva brièvement seul face aux 2 navires allemands. Le cuirassé britannique avait déjà subi plusieurs impacts provenant à la fois du Bismarck et du Prince Eugen. De plus, il souffrait de graves problèmes techniques dans ses tourelles principales, limitant sa cadence de tir effective.
Face au risque de perdre également cette unité, le capitaine John Leach ordonna de déployer des rideaux de fumée et de se retirer du combat, tout en maintenant une distance suffisante pour continuer à informer sur les mouvements de l'ennemi. La grande chasse dans l'Atlantique Nord. Après le naufrage du Hood et le retrait du Prince of Wales, le groupe allemand ne resta pas indemne. À bord du Bismarck, on évalua les dommages. L'impact sous la ligne de flottaison à la proue avait provoqué des inondations et surtout entraîné la perte d'accès à une partie importante du carburant stocké dans les réservoirs avant. Même avec les pompes de cale en fonctionnement et les mesures de contre-inondation, le navire perdit en autonomie et subit une légère baisse de vitesse soutenue. Lindemann et les équipes de contrôle des dommages tentèrent diverses solutions. On pratiqua la contre-inondation dans les compartiments arrière pour compenser l'assiette, on étudia des réparations possibles depuis l'intérieur et on envisagea d'arrêter le navire pour l'incliner et travailler sur les brèches. Mais cela signifiait s'exposer à la présence d'unités britanniques. Lutyens, attentif aux directives stratégiques visant à éviter des risques inutiles pour les grandes unités, refusa les manœuvres impliquant une perte de vitesse ou un arrêt dans des zones où la Royal Navy pouvait concentrer ses forces. Le haut commandement allemand avait conçu l'opération Rheinübung comme une incursion de rupture contre le trafic marchand et non comme un duel prolongé contre des cuirassés ennemis. Après la bataille du détroit du Danemark, cet objectif initial fut compromis. L'effet de surprise avait disparu, les Britanniques connaissaient la présence du Bismarck dans l'Atlantique Nord et l'autonomie en carburant était réduite. Lutyens conclut que l'opération telle qu'elle avait été planifiée n'était plus viable et décida de se diriger vers un port sûr pour réparer les dommages et retrouver sa disponibilité. Plusieurs options furent envisagées. Revenir en Norvège impliquait de traverser de nouveau des zones proches de l'Islande et du Royaume-Uni, avec l'ennemi en alerte maximale. L'alternative consistait à se diriger vers la côte atlantique française, où l'Allemagne disposait de bases à Brest, Saint-Nazaire et dans d'autres ports occupés. Finalement, Lutyens choisit de mettre le cap sur Saint-Nazaire, bien que la distance fût plus grande que celle qui le séparait de la Norvège, car la côte française offrait un soutien aérien potentiel de la Luftwaffe et la possibilité de s'intégrer ultérieurement dans de nouvelles opérations de surface aux côtés d'autres grands navires stationnés dans l'Atlantique. Tandis que ces décisions étaient prises à bord du Bismarck, la nouvelle du naufrage du Hood arriva à Londres. La perte du navire amiral de la Royal Navy, symbole de la puissance navale britannique depuis l'entre-deux-guerres, eut un impact immédiat sur le gouvernement et l'opinion publique. Winston Churchill réagit en ordonnant d'utiliser tous les moyens disponibles pour localiser et détruire le cuirassé allemand. De ce contexte naquit la célèbre instruction « Couler le Bismarck », synthétisant la priorité absolue assignée à cette poursuite. L'amirauté réorganisa rapidement ses forces. Depuis Scapa Flow, l'amiral John Tovey appareilla avec le cuirassé King George V et d'autres unités de la Home Fleet pour intercepter l'ennemi. Des ordres furent envoyés au porte-avions Victorious et à plusieurs croiseurs pour converger sur la route probable du Bismarck. Plus au sud, la force H, basée à Gibraltar, reçut instruction de se déplacer vers l'Atlantique central. Cette formation incluait le porte-avions Ark Royal et le croiseur de bataille Renown, qui joueraient par la suite un rôle essentiel. Dans le sillage immédiat de la bataille, la responsabilité de maintenir le contact avec les navires allemands incomba aux croiseurs Suffolk et Norfolk, appuyés par le Prince of Wales endommagé. Ces navires devaient suivre à distance le Bismarck et le Prince Eugène, rapportant position, cap et vitesse, mais évitant de s'engager dans une action décisive qui aurait pu les mettre hors de combat. Le vice-amiral Wake Walker, commandant les croiseurs, opta pour cette tactique de suivi, privilégiant la transmission de données à un nouvel affrontement. La situation tactique, cependant, ne favorisait pas le cuirassé allemand. Les dommages de réservoirs avant et la perte de carburant montraient clairement que la marge de manœuvre était limitée. Pour évaluer l'ampleur de la fuite, Lutyens ordonna au prince Eugène de réduire sa vitesse et de légèrement s'écarter en arrière, afin que ses observateurs puissent inspecter visuellement l'étrave du Bismarck. Le croiseur signala une large nappe de carburant dans l'eau, visible de chaque côté de l'étrave, confirmant que la fuite était importante et que la traînée pouvait faciliter la localisation par les poursuivants. Dans l'après-midi du 24 mai, Lutyens prit une décision clé, séparer les deux navires.
Le prince Eugen, relativement indemne et disposant de carburant suffisant, reçut l'ordre de se diriger vers des zones plus méridionales de l'Atlantique pour accomplir en solitaire la mission d'attaque des convois. Le Bismarck, pour sa part, maintiendrait sa route vers le sud-est, en direction de la côte française. Pour faciliter la manœuvre de séparation, le cuirassé allemand effectua un virage vers ses poursuivants, manœuvre qui provoqua une certaine confusion et permit au prince Eugène de s'éloigner sans être détecté immédiatement. Durant la nuit du 24 au 25 mai, les croiseurs britanniques continuèrent à tenter de maintenir le contact par radar et observation, dans des conditions de mer et de visibilité changeantes. Le Bismarck manœuvrait pour les désorienter, profitant des bancs de brouillard et des limites des radars de l'époque. À plusieurs reprises, les croiseurs perdirent temporairement le contact, le récupérèrent et transmirent de nouvelles informations à l'amirauté, tandis que Tovey ajustait le dispositif général de poursuite. Dans la nuit du 25 mai, survint le point critique. Les croiseurs Suffolk et Norfolk perdirent définitivement l'écho radar du Bismarck. La combinaison des manœuvres du cuirassé, des changements de cap et des conditions météorologiques interrompit le suivi. Dans le même temps, les Britanniques supposèrent, à partir des calculs de cap et de vitesse précédents, que le Bismarck continuerait vers l'ouest ou le sud-ouest pour pénétrer dans l'Atlantique et chercher des convois, alors qu'en réalité le navire avait modifié sa route vers le sud puis le sud-est, se dirigeant vers la côte française. À bord du cuirassé allemand, Lutyens restait déterminé à atteindre un port atlantique. Dans ce contexte, il transmit plusieurs messages radio au haut commandement demandant un soutien aérien et une coordination avec les sous-marins. Ces transmissions, bien que chiffrées, pouvaient être exploitées par radiogoniométrie par les Britanniques, leur donnant des indices sur la présence générale du navire, sans en déterminer encore précisément la position dans le vaste Atlantique Nord. Pendant une grande partie du 25 mai, la Royal Navy opéra dans une incertitude considérable. Tovey manœuvra sa force principale vers l'ouest et le nord-ouest, craignant que le Bismarck ne se dirige vers les routes de convoi de l'Atlantique central, tandis que la force H progressait depuis le sud et que d'autres unités se positionnaient pour couvrir les approches des îles britanniques et de la côte française. Sans contact ferme, la chasse se transforma en une recherche à grande échelle sur un océan immense. Le coup de chance, redécouverte du Bismarck et l'attaque des Swordfish. Dans la nuit du 26 mai 1941, le Bismarck naviguait déjà en direction générale de la côte française, s'éloignant progressivement des routes de recherche que la Home Fleet avait tracées la veille au soir. Le cuirassé maintenait une vitesse réduite par rapport à son potentiel maximal, conditionné par les dommages à la proue et la perte de carburant utilisable, mais il était encore capable d'atteindre environ 27 nœuds sur de courts tronçons. Théoriquement, s'il conservait cette vitesse et n'était pas localisé de nouveau, il pouvait atteindre un port du golfe de Gascogne en un peu plus d'une journée. À Londres, l'amirauté réévaluait les hypothèses de recherche. Les estimations faites la veille avaient échoué et la probabilité que le Bismarck se dirige vers la côte française prenait de l'importance. Les forces de Tovey se trouvaient loin d'une ligne d'interception possible si le cuirassé approchait directement du golfe de Gascogne. La responsabilité de le localiser revenait de nouveau à la combinaison de la radiogoniométrie et du reconnaissance aérienne à longue portée, notamment des hydravions américains PBI Catalina, opérés par des équipages britanniques et alliés depuis des bases en Islande et au Royaume-Uni. À bord du Bismarck, Lutyens avait transmis des messages radio demandant une couverture aérienne de la Luftwaffe et une coordination avec des sous-marins pouvant servir de soutien ou, au moins, d'escorte lointaine. Ces transmissions, bien que chiffrées, pouvaient être détectées à leur source par radiogoniométrie. Les Britanniques n'obtenaient pas de position exacte, mais disposaient d'indices permettant de circonscrire la zone probable où se trouvait le navire allemand. Sur cette base, il fut ordonné d'intensifier les patrouilles aériennes sur un vaste secteur de l'Atlantique Nord-Est entre le Bismarck et les ports français. Aux premières lueurs du 26 mai, l'un des Catalina déployés dans la zone de recherche localisa enfin le cuirassé. Volant bas, entre les nuages et les éclaircies, l'hydravion aperçut un grand navire de guerre allemand, naviguant seul en haute mer. Le pilote transmit immédiatement le contact, indiquant le cap et la vitesse approximative.
Grâce à ce message, la Royal Navy reprit le suivi perdu depuis l'aube du 25 mai et disposa d'une base réelle pour reconstituer le dispositif d'interception. Cette nouvelle information révélait une situation compromise. La Home Fleet de Tovey se trouvait dans une position difficile pour couper la route du Bismarck avant qu'il n'entre dans l'arc d'action de la Luftwaffe depuis la côte française. En revanche, la force H venue de Gibraltar était mieux placée pour approcher latéralement le cap du cuirassé allemand. Cette formation comprenait le porte-avions Ark Royal, le croiseur de bataille Renown et le croiseur Sheffield, ainsi que des destroyers d'escorte. Il fut décidé que l'Ark Royal tenterait une attaque aérienne avec ses bombardiers-torpilleurs biplans Swordfish pour ralentir ou immobiliser le Bismarck. L'Ark Royal opérait avec des avions apparemment obsolètes, les Swordfish, biplans de construction mixte, rapides seulement en termes relatifs à leur époque, mais très stables à basse vitesse et capables de lancer des torpilles depuis des hauteurs réduites en conditions météorologiques défavorables. Leur faible vitesse, qui pourrait sembler un désavantage face à des défenses modernes, avait l'effet secondaire de compliquer la solution de tir des systèmes anti-aériens ennemis, optimisés pour des cibles plus rapides. Au cours de la journée du 26, l'Ark Royal manœuvra pour se placer à portée de lancement, tandis que le Renown et le Sheffield formèrent la pointe de la force H. Le temps était mauvais, avec mer agitée et nuages bas, compliquant à la fois les opérations aériennes et la détection visuelle. Lorsque la position estimée du Bismarck fut jugée dans le rayon d'action des Swordfish, le porte-avions ordonna le décollage d'une première vague de bombardiers torpilleurs. Cette première vague fut affectée par un problème d'identification et d'information. Dans la zone générale se trouvait également le croiseur britannique Sheffield, envoyé par la force H pour maintenir le contact avec l'ennemi dès que possible. Dans la confusion créée par la météo et les erreurs de coordonnées, les Swordfish prirent le Sheffield pour l'objectif allemand et l'attaquèrent par erreur. Le croiseur, manœuvrant agressivement et bénéficiant de défaillances dans les fusées magnétiques des torpilles britanniques, échappa à des dommages graves. Une torpille passa sous la quille sans détonner, ce qui entraîna un réajustement des fusées avant la mission suivante. Malgré l'erreur, cette première sortie ne fut pas inutile. Elle permit aux équipages des Swordfish de réévaluer les problèmes d'identification par mauvaise visibilité et, surtout, obligea à recalibrer les torpilles, réduisant ainsi la probabilité d'échec lors de la mission suivante. L'Ark Royal récupéra les avions, les Swordfish furent réarmés avec des torpilles à fusée de contact et une deuxième vague fut planifiée contre le Bismarck, cette fois avec des coordonnées plus précises. Pendant ce temps, le cuirassé allemand poursuivait sa route vers le sud-est. L'équipage était épuisé après des jours de tension continue, de contrôle des dommages et de vigilance antiaérienne et anti-surface. Néanmoins, les batteries anti-aériennes restaient en alerte permanente, conscientes qu'une fois localisées, le Bismarck pouvait devenir la cible prioritaire d'une attaque aérienne coordonnée. La mer demeurait agitée, avec de fortes vagues, et des rafales de vent compliquant les opérations aériennes, mais rendant également plus difficile la stabilisation du navire pour un usage précis de l'artillerie. Dans la soirée du 26 mai, une seconde vague de Swordfish décolla de l'Ark Royal vers la position actualisée du cuirassé. Les biplans volèrent à basse altitude au-dessus de la mer, cherchant à rester sous les nuages et à approcher par des secteurs rendant la détection préalable plus difficile. À mesure qu'ils s'approchèrent de la zone, les observateurs commencèrent à repérer visuellement le Bismarck parmi les crêtes des vagues et les bandes de pluie. Lorsque le cuirassé allemand fut enfin aperçu, la formation se déploya pour attaquer sous différents angles, forçant l'artillerie antiaérienne du Bismarck à diviser son feu. Les canons de 105 mm, 37 mm et 20 mm ouvrirent un feu intense, tandis que le navire manœuvrait pour présenter le plus petit profil possible aux torpilles, alternant de petits changements de cap et de vitesse dans les limites permises par les dommages structurels existants. Les Swordfish commencèrent plusieurs passages d'approche, lançant leurs torpilles depuis des distances relativement courtes, au milieu d'un feu dense et dans des conditions météorologiques défavorables qui, paradoxalement, leur offraient une certaine protection. Certaines torpilles furent évitées par des manœuvres d'urgence. D'autres explosèrent sans causer de dommages décisifs dans des zones moins critiques de la coque. Plusieurs passèrent sans détonner ou échouèrent dans l'estimation de profondeur. Mais au moins l'une d'elles atteignit un point vulnérable à la poupe du navire.
Cette torpille toucha la zone proche de la barre et des structures abritant les mécanismes de gouverne. Bien que le blindage latéral et la compartimentation du Bismarck aient été conçus pour résister à des impacts violents, l'explosion déforma le secteur arrière et affecta gravement les gouvernails et les arbres de commande. La nuit des destroyers et l'avancée irrésistible de la Home Fleet. Le cuirassé poursuivit sa route et pendant quelques minutes, il sembla avoir supporté une nouvelle attaque sans subir de dommages décisifs. Mais peu à peu, les officiers de la salle de gouvernail commencèrent à remarquer quelque chose d'inquiétant. La barre ne répondait plus comme avant et le navire avait tendance à dériver bâbord lors d'un virage non ordonné. Dans la salle de veille et dans la chambre de gouvernail, on vérifia les positions des roues et des indicateurs hydrauliques. Les ordres de barre étaient transmis, mais la réponse physique du navire était erratique. On soupçonna immédiatement que l'impact du torpille avait déformé la structure de la poupe et endommagé les arbres de gouverne, les laissant bloqués dans un angle fixe ou à peine manœuvrable. Peu après, la situation se confirma. Le Bismarck décrivait un large cercle, incapable de maintenir un cap stable, et ne répondait que partiellement aux combinaisons de machines. Les équipes de contrôle des dommages reçurent l'ordre d'inspecter la zone arrière. L'accès direct au secteur externe de la barre était impossible en pleine mer agitée et avec le navire en mouvement. Depuis l'intérieur, on tenta d'évaluer les déformations structurelles et les dommages aux cloisons. Des efforts furent faits pour actionner les mécanismes d'urgence et libérer les gouvernails bloqués, mais ces tentatives ne permirent pas de leur redonner leur mobilité. L'explosion avait compromis des éléments clés du système de gouverne. Devant l'impossibilité d'utiliser la barre normalement, on recourut aux manœuvres avec les hélices pour tenter de maintenir un cap approximatif. En variant la puissance des turbines bâbord et tribord et en modifiant le régime de l'hélice centrale, on chercha à compenser le virage involontaire. Les artilleurs et marins de la poupe, conscients de ce qui se passait à cause de l'inclinaison constante et de la sensation de rotation, travaillaient alors que le navire suivait une trajectoire qui, au lieu de l'éloigner, le rapprochait des forces britanniques. Dans la nuit à venir, le Bismarck s'était transformé en un géant blessé, capable de combattre mais avec une liberté de manœuvre très réduite. Son cap, au lieu d'une ligne directe vers la sécurité relative du golfe de Gascogne, formait un arc prévisible qui l'exposait à l'encerclement de la Home Fleet. Lütjens et Lindemann comprirent que la situation stratégique s'était dramatiquement dégradée. Le cuirassé ne pouvait plus choisir ni où ni quand combattre. Les Britanniques, pour leur part, reçurent les rapports de l'Ark Royal et des navires ayant participé à l'attaque. Ils savaient qu'un torpille avait touché la poupe et que le Bismarck rencontrait des difficultés de gouverne. Cette information, combinée aux observations ultérieures sur le cap irrégulier du navire allemand, amena le commandement de la Home Fleet à conclure que le cuirassé était enfin gravement compromis. John Tovey accéléra l'approche avec le King George V et le Rodney, tandis que destroyers et croiseurs convergèrent pour maintenir le contact pendant la nuit. L'après-midi se transforma en une nuit sombre avec une mer agitée et des vagues frappant les ponts. À bord du Bismarck, l'équipage restait en alerte maximale. Les équipes d'artillerie anti-aérienne ne relâchèrent pas leur vigilance, anticipant d'éventuelles attaques supplémentaires. Les équipes de contrôle des dommages travaillaient par roulements exténuants, pompant l'eau, renforçant les cloisons et sécurisant les dépôts. Dans les salles des machines, on essayait de maintenir un régime de puissance permettant à la fois de conserver la vitesse et de soutenir les manœuvres compensatoires pour corriger le cap, dans la mesure du possible. Avec la tombée de la nuit, apparurent les destroyers britanniques chargés de harceler le cuirassé. Un groupe d'unités légères reçu pour mission de rester à proximité du Bismarck et de l'attaquer occasionnellement avec des torpilles, profitant de la nuit et du mauvais temps. L'objectif n'était pas tant de le couler avec ses attaques difficiles contre un navire si grand et blindé que de l'user, de maintenir l'équipage sous tension et, avec un peu de chance, de causer des dommages supplémentaires. La nuit du 26 au 27 mai fut le théâtre d'une poursuite de tâtonnements et de brèves escarmouches dans l'obscurité et les tempêtes. Les destroyers britanniques s'approchaient suffisamment pour tenter de détecter silhouettes, échos radars ou lueurs à l'horizon, lançaient des attaques torpilles depuis différents angles et se retiraient rapidement, craignant une riposte dévastatrice de l'armement secondaire du Bismarck. Chaque approche impliquait un risque.
un impact d'un canon de 150 mm ou même de 105 mm pouvait être fatal pour un navire léger. Le Bismarck ripostait avec son artillerie secondaire et même avec quelques tirs de ses pièces principales dans l'obscurité, guidé par les données radar et les estimations de cap. Cependant, les conditions de mer, le roulis du navire endommagé et la difficulté de viser faisaient que la majorité des tirs étaient inefficaces. Les destroyers, de par leur taille et leur maniabilité, constituaient des cibles difficiles dans ces circonstances, se protégeant aussi grâce à la nuit et au mauvais temps. Malgré le caractère spectaculaire de ces scènes, le bilan tactique de ces attaques nocturnes fut limité en termes de dommages matériels. Aucun impact décisif supplémentaire sur la coque du Bismarck ne fut enregistré. Toutefois, l'effet psychologique et opérationnel fut considérable. L'équipage dut maintenir une surveillance continue avec la tension d'attendre des torpilles à tout moment. Les équipes d'artillerie et les observateurs passèrent des heures sur le pont, sous la pluie, le vent et les vagues, cherchant lumière, ombres ou traces dans l'obscurité. À l'intérieur du navire, la situation n'était pas plus tranquille. Les services médicaux soignaient les blessés des combats précédents, ceux touchés lors des opérations de contrôle des dommages et des marins épuisés, présentant des signes de fatigue extrême. Les officiers de navigation et des machines devaient ajuster constamment la puissance et envisager toute possibilité, même minime, de reprendre un certain contrôle du cap. Les communications internes transmettaient ordres, rapports et comptes rendus de situation dans un flux continu. Tandis que les destroyers britanniques attaquaient et se retiraient, la Home Fleet réduisait la distance. Le King George V et le Rodney, accompagnés de croiseurs comme le Norfolk et le Dorsetshire, avançaient vers la position estimée du cuirassé allemand. Le carburant devenait également un facteur préoccupant pour les Britanniques, en particulier pour le Rodney, mais Tovey était déterminé à provoquer l'affrontement à l'aube, avant que le Bismarck ne puisse se rapprocher suffisamment de la couverture aérienne allemande. Dans les premières heures du 27 mai, la nuit entrait dans sa phase finale. Les attaques des destroyers diminuaient à mesure que l'état de la mer se détériorait et que les unités légères étaient de plus en plus limitées par la fatigue des équipages et le risque de rester trop longtemps près du cuirassé. Leur mission principale était considérée comme accomplie. Le navire allemand n'avait pas disparu dans la nuit. Au contraire, son cap forcé le rapprochait du piège qui se refermait depuis le nord. À bord du Bismarck, à l'approche de l'aube, les commandants savaient que le plus probable était un affrontement décisif contre des forces supérieures. La bataille finale, le Bismarck sous le feu britannique. Aux premières lueurs du 27 mai 1941, le Bismarck naviguait dans l'Atlantique Nord avec une gouverne pratiquement perdue, suivant un cap qui ne répondait plus aux ordres désirés et le conduisait, lentement mais sûrement, vers la position de la Home Fleet. La mer restait agitée, avec de fortes vagues et un vent froid, et sur cet horizon se profilaient les fumées des grandes unités britanniques qui approchaient pour forcer le combat décisif. À bord du cuirassé allemand, l'alerte générale de combat fut donnée. Les équipages prirent leur poste, les Santa barbares furent sécurisés, les tourelles de 380 mm se préparèrent à ouvrir le feu dès que l'ennemi entrerait en portée effective, et l'artillerie secondaire se tint prête à repousser toute approche de croiseurs ou de destroyers. La fatigue accumulée après des jours de combat, de contrôle des dommages et de garde continue n'altéra pas la procédure. Le navire se mit en état de guerre en suivant la doctrine prévue pour un affrontement frontal contre des forces supérieures. De leur côté, le vice-amiral John Tovey approchait avec le cuirassé King George V et le croiseur de bataille Rodney, appuyé par des croiseurs lourds comme le Norfolk et le Dorsetshire. Le plan britannique consistait à utiliser le feu combiné des pièces principales pour réduire rapidement la capacité offensive du Bismarck, en s'approchant à des distances relativement courtes pour augmenter la probabilité de toucher et tirer parti de la situation de désavantage en manœuvre du navire allemand. Le carburant commençait à devenir une préoccupation, mais la priorité était de couler le cuirassé avant qu'il n'atteigne l'arc d'action de l'aviation allemande. Vers 8h45 du matin, le Rodney ouvrit le feu avec son artillerie principale, suivi très peu après par le King George V. La distance initiale était d'environ 20 000 mètres, mais se réduisait rapidement en raison de l'avance des Britanniques et de l'incapacité du Bismarck à manœuvrer librement. Les premiers tirs britanniques ne furent pas particulièrement précis.
conditionnés par la houle et par la nécessité d'ajuster les données de direction de tir dans un contexte dynamique, mais ils marquèrent le début d'un bombardement soutenu. Le Bismarck répondit avec ses tourelles avant, tentant de concentrer le feu sur le Rodney, qui présentait une cible proéminente. Malgré les difficultés de gouverne, les premières salves allemandes furent raisonnablement proches et certaines tombèrent à proximité du croiseur de bataille, levant des colonnes d'eau près de sa coque. Cependant, au fil des minutes, la dégradation accumulée des systèmes de direction de tir, le manque de données radar fiables et le roulis irrégulier du navire commencèrent à nuire à la précision du feu allemand. La situation changea sensiblement lorsque les obus britanniques commencèrent à atteindre leur cible. Des impacts répétés frappèrent la superstructure du Bismarck, endommageant les postes de direction de tir, les télémètres et les équipements de contrôle de tir. Les explosions au niveau supérieur détruisirent antennes, mâts de communication et guérites d'observation. À mesure que ces éléments tombaient hors service, la capacité du cuirassé à coordonner un feu efficace diminua drastiquement. Un des coups décisifs atteignit les structures liées à la direction de tir principale, laissant le navire sans coordination centralisée pour les tourelles de 380 mm. Les tourelles avant commencèrent à subir des dommages directs. Un impact désactiva la tourelle Anton et un autre rendit inutilisable la tourelle Bruno. À partir de ce moment, le Bismarck perdit, en quelques minutes, la moitié de son artillerie principale opérationnelle. Les tourelles arrière, sous un feu de plus en plus intense, commencèrent également à subir des avaries sérieuses dans les mécanismes de rotation, d'élévation ou d'alimentation. Parallèlement, les obus britanniques de calibre moyen et lourd continuaient de tomber sur la superstructure, les flancs de la coque et les batteries secondaires. La zone du pont et du commandement, déjà touchée, fut pratiquement rasée. Les explosions arrachèrent des plaques d'acier, déformèrent des structures et déclenchèrent des incendies à différents points du navire. Sur le pont, les foyers de feu et de fumée se multiplièrent, tandis que le personnel de contrôle des dommages était débordé par l'accumulation des avaries et le nombre croissant de blessés et de victimes. À mesure que la distance se réduisait, le volume de feu britannique atteignit une densité extrêmement élevée. Les bordées combinées du Rodney et du King George V tombaient fréquemment sur la coque et la superstructure du cuirassé allemand, provoquant une destruction généralisée. Le Bismarck continua de tirer tant que cela fut possible, mais ses salves devinrent de plus en plus sporadiques et désorganisées, jusqu'à ce que ses tourelles principales cessent de répondre efficacement. L'artillerie secondaire et anti-aérienne du navire allemand poursuivit pendant un certain temps le feu vers les navires ennemis, souvent avec visée locale et contrôle manuel. Certaines pièces de 150 mm et 105 mm réussirent à maintenir un feu intermittent, plus comme expression de résistance que comme réponse organisée. Les pièces de plus petit calibre, partiellement protégées, tentaient de viser des cibles proches, mais leur effet réel sur les unités britanniques resta limité face au blindage des grandes unités et à la distance encore existante. Parallèlement, les croiseurs Norfolk et Dorsetshire s'approchèrent également à portée de leurs batteries. Leurs canons de 203 mm se joignirent au feu déjà concentré sur le Bismarck, augmentant le nombre d'impacts sur la superstructure et les zones non protégées par la ceinture principale. La coque continuait de flotter grâce à la robustesse de la protection latérale et à la compartimentation interne. Mais le navire était déjà, du point de vue militaire, pratiquement neutralisé, sans direction de tir centralisée, sans tourelles principales opérationnelles et avec une grande partie de son artillerie secondaire silencieuse. Le pont supérieur était devenu un panorama de destruction. Mâts et structures s'effondrèrent. Les zones du pont de commandement devinrent méconnaissables. De nombreux postes furent anéantis par des explosions directes. Les communications internes furent fréquemment interrompues par des coupures de câbles ou la destruction des équipements. Les rapports parvenant aux compartiments encore opérationnels décrivaient incendies, compartiments ouverts sur l'extérieur et groupes de marins tentant de secourir les blessés ou d'éteindre les flammes avec des moyens de plus en plus limités. D'un point de vue hydrostatique, le Bismarck commençait à montrer des signes de gîte et de variation d'assiette, conséquence des voies d'eau accumulées depuis les combats précédents et des nouveaux dommages. Néanmoins, le navire conservait une flottabilité significative.
La structure principale de la coque résistait encore, même soumise au feu continu de plusieurs unités ennemies. Cette résistance expliquait pourquoi, malgré les dommages subis, le cuirassé restait à flot et ne s'était pas immédiatement brisé ou chaviré. Le naufrage, les survivants et le débat sur le coup de grâce. Lorsque le feu des pièces de gros calibre britanniques commença à se calmer, le Bismarck flottait encore, mais n'était plus un cuirassé opérationnel. La superstructure était dévastée, les postes de direction de tir détruits, les tourelles principales inutilisées et une grande partie de l'artillerie secondaire silencieuse. Le navire s'était transformé en une coque en flammes, incapable de manœuvrer, avec des voies d'eau accumulées depuis les combats précédents, mais son blindage et sa compartimentation continuaient de retarder le naufrage. Dans ce contexte, les croiseurs et destroyers britanniques disposant encore de torpilles prirent le rôle principal. Le Norfolk et le Dorsetshire manœuvrèrent pour se placer en position adéquate de lancement. L'objectif était d'accélérer la fin d'un navire qui, bien que neutralisé comme arme, pouvait continuer à flotter pendant un temps indéterminé et, en théorie, faire l'objet de tentatives de remorquage ou de sauvetage par des forces allemandes si la situation évoluait. Le Dorsetshire fut le principal chargé d'appliquer ce coup de grâce avec des torpilles. Il s'approcha d'une extrémité du cuirassé et lança une première salve, manœuvrant ensuite pour répéter l'opération depuis un autre angle. Certains torpilles frappèrent le flanc du Bismarck, ouvrant de nouvelles voies d'eau sous la ligne de flottaison. À la pression hydrostatique déjà présente en raison des dommages antérieurs s'ajouta maintenant l'effet de ces nouvelles perforations sur l'intégrité de la coque. À l'intérieur du Bismarck, les officiers allemands chargés de la survie du navire prirent des décisions. La doctrine de la Kriegsmarine prévoyait la possibilité de l'autosabordage afin d'éviter la capture des grandes unités de combat. Le cuirassé se trouvait dans une situation militaire sans issue, sans possibilité pratique d'être remorqué jusqu'à un port ami et entouré par des forces ennemies. Dans ce contexte, l'ordre fut donné d'ouvrir les vannes de fond et autres dispositifs destinés à accélérer l'inondation des compartiments. Les ingénieurs et marins du contrôle des dommages procédèrent, dans différents secteurs du navire, à l'exécution de ces ordres. Des vannes furent ouvertes, certains renforts temporaires retenant l'eau dans certains compartiments furent retirés et on facilita le passage de l'eau des zones déjà inondées vers d'autres encore relativement sèches. L'intention était claire, assurer que le Bismarck coule de manière irréversible, indépendamment de l'effet des torpilles ennemies. Le résultat fut la combinaison de ces deux actions. À mesure que l'eau entrait par les voies des torpilles et les vannes ouvertes, le navire prit une gîte de plus en plus marquée. Le Bismarck commença à pencher fortement sur un côté, tandis que sa proue et sa poupe variaient d'assiette selon la progression des inondations. La structure, soumise à des tensions croissantes, craquait sous le poids de l'eau occupant des compartiments auparavant vides. Sur le pont, l'équipage encore capable de se mouvoir reçut l'ordre d'évacuer le navire. Des radeaux, gilets de sauvetage et objets flottants de toutes sortes furent jetés à la mer. Certains marins se jetèrent directement à l'eau depuis les flancs et les restes de la superstructure. D'autres tentèrent de descendre par des cordages ou improvisèrent des moyens pour éviter de heurter la coque pendant la chute. Les scènes étaient chaotiques. Fumée, bruit des métaux se déformant et flammes encore actives sur certaines parties du pont. Pendant ce temps, depuis les navires britanniques, on observait le processus du naufrage. Quand il devint clair que le Bismarck était condamné, le feu fut réduit et l'attention se concentra sur l'éventuelle présence de sous-marins allemands pouvant avoir été attirés par les transmissions ou la bataille. Le risque de maintenir de grandes unités à proximité d'une épave récente était élevé, de sorte que seuls quelques navires s'approchèrent temporairement pour tenter de sauver des survivants. La coque du Bismarck prit une gîte de plus en plus importante, jusqu'à ce que le pont bâbord soit partiellement submergé et qu'une partie de la coque apparaisse sur le côté opposé. Certains témoignages évoquent un retournement partiel du navire dans les derniers instants, alors que la structure sombrait simultanément par l'avant et l'arrière. Finalement, le cuirassé disparut sous la surface de l'Atlantique, laissant à la dérive débris de toutes sortes et des centaines d'hommes luttant pour rester à flot. Les navires britanniques venus effectuer des opérations de sauvetage, parmi lesquels le Dorsetshire et le destroyer Maori, commencèrent à récupérer les hommes trouvés à la surface. Les conditions étaient difficiles.
Mer froide, houle, risque de torpilles de sous-marins et débris flottants pouvant endommager coques ou hélices. Néanmoins, des dizaines de survivants allemands furent tissés à bord, beaucoup étant blessés, épuisés ou en hypothermie. Le nombre total de survivants récupérés par les Britanniques resta faible comparé à l'équipage initial du Bismarck, qui dépassait les 2000 hommes. Environ 100 survécut. À un moment donné, face à la détection possible de sous-marins ou par crainte qu'ils ne s'approchent, l'ordre fut donné de suspendre les opérations de sauvetage et d'éloigner les navires, laissant encore de nombreux hommes à l'eau. Une petite partie supplémentaire de survivants fut ensuite récupérée par des unités allemandes présentes dans la zone, notamment un sous-marin et un navire météorologique. Ces opérations permirent de sauver quelques hommes de plus, mais la grande majorité de l'équipage périt lors du naufrage ou dans la mer. Le nombre global de morts dépassa largement 1500, constituant l'une des pertes humaines les plus importantes lors d'un seul combat naval de la guerre. Les premières réactions officielles en Allemagne à la nouvelle du naufrage du Bismarck furent de choc et de contrôle propagandiste. Le cuirassé avait été présenté comme un symbole du renouveau naval du Reich, et sa destruction, quelques jours seulement après sa première grande sortie dans l'Atlantique, constituait un coup militaire et moral. La propagande minimisa les détails, souligna le combat inégal et l'accomplissement du devoir par l'équipage, tout en évitant de mettre en avant la perte irremplaçable. Au Royaume-Uni, en revanche, la destruction du Bismarck fut accueillie comme un triomphe nécessaire après la perte du Hood. La Royal Navy pouvait présenter l'opération comme une démonstration de sa capacité de réaction, de coordination entre forces de surface et porte-avions et de détermination à poursuivre et couler un ennemi considéré comme extrêmement dangereux. Cependant, il y eut aussi une conscience du coût élevé et des vulnérabilités révélées par le naufrage du croiseur de bataille britannique. Mythe, mémoire et le Bismarck au fond de la mer. Les quelques survivants du Bismarck, répartis entre les navires britanniques et les unités allemandes arrivées plus tard dans la zone, commencèrent à raconter, lors des premiers interrogatoires, comment ils avaient vécu le combat final et les ordres d'autosabordage. Ces témoignages, fragmentaires et marqués par la confusion du combat, devinrent la base de la mémoire immédiate du cuirassé. Un navire qui avait combattu jusqu'à devenir une coque en flammes et qui, finalement, avait été coulé par ses propres ordres pour éviter sa capture. Sur le plan stratégique, la perte du Bismarck eut des conséquences profondes pour la Kriegsmarine. L'opération avait montré une fois de plus la difficulté d'employer de grands cuirassés de surface dans un océan contrôlé par la Royal Navy et couvert par l'aviation ennemie. À partir de 1941, la marine allemande s'orienta de plus en plus vers la guerre sous-marine comme instrument principal contre le trafic atlantique, tandis que ces grands navires de surface restèrent cantonnés à des rôles de dissuasion, de présence et d'opérations limitées. Dans la direction politique allemande, le résultat renforça la méfiance d'Hitler envers la flotte de surface. La perte du cuirassé le plus moderne et valorisé sur le plan de la propagande, après une seule grande sortie dans l'Atlantique, confirma son impression que les ressources investies dans les grands navires étaient disproportionnées par rapport à leur rentabilité militaire. Le Tirpitz, jumeau du Bismarck, resta pendant la majeure partie de la guerre dans les fjords norvégiens, protégé et caché, plus comme flotte en puissance que comme outil de combat actif. La Kriegsmarine renonça, en pratique, à répéter une opération semblable à Rheinübung avec de grands cuirassés. Pour la Royal Navy, le naufrage du Bismarck fut présenté comme une démonstration de capacité de réaction et de coordination entre forces de surface, aviation embarquée et reconnaissance à longue portée. En même temps, la catastrophe du Hood et les difficultés de la poursuite obligèrent à réfléchir sur la vulnérabilité de certains types de navires, l'importance du radar, de la protection horizontale et de l'intégration des porte-avions dans les forces hauturières. Dans l'historiographie ultérieure, l'épisode fut souvent cité comme preuve que le cuirassé traditionnel entrait en déclin face au pouvoir aérien et aux sous-marins. Sur le plan de la mémoire publique, le Bismarck devint rapidement un symbole chargé de signification. Pour la propagande allemande, l'histoire du navire fut intégrée dans un récit de sacrifice et d'héroïsme face à des forces supérieures. L'équipage combattant jusqu'au bout, la devise « combattre jusqu'au dernier obus » et l'image d'un géant encerclé par une coalition ennemie.
Du côté britannique, la narration mettait l'accent sur la poursuite implacable et la capacité de la Royal Navy à mobiliser des ressources à l'échelle mondiale pour éliminer une menace stratégique isolée. Chansons, livres et, plus tard, films renforcèrent l'image d'une « chasse du siècle » et fixèrent dans l'imaginaire collectif une version simplifiée des faits. Au fil des décennies, un mythe technique et militaire se construisit autour du Bismarck, le cuirassé le plus puissant du monde, équipé d'un blindage soi-disant impénétrable et d'une artillerie incomparable. Cette perception, alimentée tant par la propagande allemande que par la nécessité britannique d'amplifier l'ennemi vaincu, fut nuancée plus tard par des études comparatives de conception navale qui mirent en évidence des limites importantes dans la conception du navire et dans la disposition de ses systèmes de commandement et de contrôle. Cependant, l'aura d'exceptionnalité du Bismarck demeura largement présente dans la littérature populaire sur la Seconde Guerre mondiale. Pendant près d'un demi-siècle, l'épave du cuirassé resta hors de portée d'observation directe dans une zone profonde de l'Atlantique Nord-Est. Les positions approximatives du naufrage étaient connues par les archives de la Royal Navy, mais la profondeur et la complexité du relief sous-marin rendaient très difficile une localisation précise avec les moyens de l'époque. Le souvenir du Bismarck se nourrissait alors des mémoires des survivants, des analyses de combat et des débats sur la responsabilité finale de son naufrage. Artillerie et torpilles britanniques, autosabordage allemand ou combinaison des deux. En 1989, l'océanographe Robert Ballard, qui avait déjà localisé l'épave du Titanic, dirigea une expédition qui permit de retrouver le Bismarck au fond de l'Atlantique. La coque fut trouvée en position de quille, à près de 4800 mètres de profondeur, appuyée sur le flanc d'un ancien volcan sous-marin dans la zone dite Porcupine Abyssal Plain, à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de Brest. La zone présentait un relief complexe et l'épave avait subi un glissement partiel avant de se stabiliser définitivement. Les images obtenues par des véhicules d'exploration profonde montrèrent une coque remarquablement intacte dans sa section centrale, avec la superstructure effondrée et de gros dommages visibles dans la partie haute, cohérent avec le lourd bombardement subi lors de la bataille finale. Ballard et son équipe constatèrent que le blindage latéral et la citadelle cuirassée ne présentaient pas de nombreuses pénétrations sous la ligne de flottaison. L'état général de la structure, ainsi que l'absence de signes d'implosion, suggérait que la coque était largement inondée à son arrivée au fond, ce qui renforçait l'idée que les vannes d'autosabordage et les voies d'eau internes avaient joué un rôle décisif dans le processus. Un des aspects les plus frappants fut l'absence de la section arrière, séparée du reste de la coque. L'analyse de la zone de rupture, approximativement là où les impacts de torpilles et les efforts structurels pendant le naufrage s'étaient concentrés, conduisit certains spécialistes à émettre l'hypothèse d'une défaillance de résistance dans cette partie, aggravée par le naufrage de la poupe avant le reste de la structure. Cette observation renforçait la comparaison avec d'autres grands navires allemands qui, après avoir été torpillés à l'arrière, avaient rencontré des problèmes similaires à l'interface avec la coque principale. Dans les décennies suivantes, de nouvelles expéditions avec submersibles habités et véhicules télécommandés retournèrent sur l'épave du Bismarck pour la documenter plus en détail. Parmi elles, on distingue des immersions avec mini-submersibles au début des années 2000, parfois liées à des projets cinématographiques et documentaires combinant exploration scientifique et diffusion grand public. Les études sur les dommages, basées sur des vidéos haute résolution et la photogrammétrie sous-marine, ont convergé vers une interprétation intermédiaire. Le cuirassé avait été rendu inutilisable comme navire de combat par le feu britannique, souffrait de voies d'eau importantes et aurait fini par couler en raison de la progression des inondations, mais l'autosabordage avait accéléré clairement le processus et assuré que le navire ne puisse être capturé. Plus récemment, les avancées en cartographie 3D des grandes profondeurs ont permis de créer des modèles numériques de l'épave avec une précision bien supérieure aux expéditions précédentes. Des projets de jumeaux numériques ont largement cartographié la coque et les restes dispersés sur le flanc volcanique, apportant de nouvelles informations sur les déformations, les schémas d'impact et la dynamique du naufrage. La combinaison de ces données avec l'analyse historique a permis d'affiner des détails techniques sans changer la conclusion générale.
le Bismarck fut à la fois victime du feu concentré de la Home Fleet et de la décision délibérée de son propre équipage d'ouvrir les voies d'eau finales. Aujourd'hui, les restes du Bismarck sont considérés comme une tombe de guerre et un lieu de mémoire pour les plus de 2000 hommes qui périrent lors du naufrage. Sa localisation exacte n'est pas largement divulguée pour éviter le pillage, et les expéditions qui ont eu lieu l'ont fait selon des protocoles respectueux des restes humains et du caractère commémoratif du site. Dans l'historiographie et la culture populaire, le cuirassé demeure un symbole de la guerre navale dans l'Atlantique. Un navire conçu pour briser les blocus qui termina son existence à près de 5 km de profondeur, devenu objet d'études techniques et rappel silencieux de la combinaison d'ambitions technologiques, de décisions stratégiques et de coûts humains qui caractérisa la guerre en mer.